Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 12 juin pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure. À mes côtés, comme chaque matin, c'est Antoine qui réalise cette matinale tous les matins. Un numéro de téléphone si vous souhaitez vous interagir avec nous dans cette matinale, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, à nous indiquer également quel temps fait-il au réveil du côté de chez vous. Et justement, commençons cette matinale en jetant un rapide coup d'œil à la carte météo de votre vendredi 12 juin avec des nuages bas qui se sont infiltrés dans le ciel vendéen la nuit dernière. Ils couvrent donc une bonne partie du ciel de la Vendée ce matin mais devraient se dissiper avant midi. Dans le courant de l'après-midi, cet après-midi, les températures vont grimper jusqu'à 28 degrés dans les terres avec un ciel qui sera de plus en plus dégagé dans le courant de la journée. Prenons la route du littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour avec ces coefficients qui remontent petit à petit en cette mi-juin. Comptez 62 et 70 pour les horaires de marée de la Tranche-sur-Mer et ensuite 70-75 du côté de Beauvoir et le passage du Gois. Comptez une prochaine basse mer à 21h36 en fin de journée. La prochaine pleine mer, elle, est prévue à la mi-journée. Comptez 15h15 et 15h19. Et puis sachez qu'avec ces coefficients, vous avez entre 30 minutes et 1 heure avant et après la marée basse pour traverser le passage du Gois en toute sécurité. Et place sans plus tarder à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Direction pour commencer le centre aquatique de Fontenay-le-Comte, où près de 150 jeunes ont participé en ce début du mois de juin à une opération de prévention contre les noyades, dispensée par les maîtres nageurs sauveteurs du centre aquatique et des lycéens en préparation du BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. L'une des premières missions était de faire le point sur les principaux risques de noyade. Les principaux risques qui peuvent engendrer la noyade sont dus principalement à la méconnaissance du milieu, la spécificité du milieu aquatique avec des gens peut-être qui surestiment un peu leurs compétences. Peut venir également du climat avec des températures très chaudes comme on a en ce moment. Donc c'est important de rappeler aux gens qu'il faut bien se mouiller avant d'aller se baigner, bien respecter également les temps de digestion. Soit on attend une digestion complète, soit on vient dans la première demi-heure après avoir consommé son repas, mais toujours en se mouillant, que ce soit au niveau du ventre ou bien derrière, au niveau des cervicales, de façon à prévenir son corps. Voilà les principales erreurs qui sont faites, ce serait de se jeter directement dans l'eau ou de rester en plein soleil, sans se mouiller au préalable. Une opération que la ville de Fontenay-le-Comte renouvelle depuis plusieurs années avant l'été afin de former le plus de personnes aux gestes qui sauvent et aux bonnes attitudes à adopter en milieu aquatique. En France, la noyade représente près de 4 décès sur 10 chez les moins de 5 ans. Depuis plusieurs années, on fait cette manifestation au mois de juin. Pourquoi au mois de juin ? Toute l'année scolaire, les écoles sont venues, ont fréquenté la piscine et on a eu l'association des BNSSA, donc une association qui forme des jeunes sauveteurs et c'est en partenariat avec cette association qu'on propose cette prévention avec dernièrement la canicule qu'on a eue, l'été qui arrive pour sensibiliser vraiment les jeunes et les former. Voilà, parce que derrière cet après-midi de sensibilisation, peut-être qu'un jeune pourra sauver une personne d'une noyade en mer, en rivière ou sur un lac. La région Pays de la Loire compte officiellement une 24e réserve régionale. Il s'agit de celle du marais du Bout-de-Sac, situé sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, propriété du Conservatoire du Littoral et de la Ligue pour la protection des oiseaux. Cet espace naturel compte plus de 200 espèces animales et près de 80 espèces végétales. L'enjeu majeur de ce classement est donc de protéger l'ensemble de cet écosystème dont auront la charge la commune de Beauvoir ainsi que la LPO de Vendée. L'intérêt pour la région, il est multiple. Le premier, c'est qu'on a une région qui est extraordinaire de ses paysages, de sa biodiversité, de ses écosystèmes. Et donc, la présidente de région, Christelle Morancé, a fait de la question de la transition écologique et donc de la préservation de notre environnement un de ces 3 piliers de la politique régionale. Le deuxième, c'est qu'on s'est engagé à multiplier par 3 à l'horizon 2030 quand même le volume, la surface en aire protégée en région Pays de la Loire. Multiplier par 3, c'est énorme.
comme on vient de le dire, ça prend du temps, ça doit mobiliser les parties prenantes. Mais on va y arriver, multiplier par 3 en 5 ans les zones de protection forte telles que les réserves. Ici, 187 hectares, alors ça prend plusieurs formes. Ça peut être soit des nouvelles réserves, comme c'est le cas ici, soit l'extension de réserves existantes qui vont agrandir leur surface parce que les propriétaires s'intègrent dans la démarche, parce qu'il y a des nouvelles espèces qui sont découvertes. Voilà. Donc c'est un ensemble de politiques régionales en fait, qui concourent à cet objectif. Vous êtes peut-être intéressé par l'univers du monde de la pêche. La 19e édition de Route Pêche est donc l'occasion pour vous de découvrir de l'intérieur le quotidien des marins et autres mareyeurs. L'événement a lieu ce samedi 13 juin au port de pêche des Sables d'Olonne de 9h30 à 12h30. 4e port de pêche en France de par son chiffre d'affaires. La filière ouvre donc ses portes au public avec au programme de nombreuses animations. La filière pêche est une filière méconnue du grand public et c'est vrai qu'au fil des années, on s'est aperçu que beaucoup de personnes ne connaissaient pas vraiment ce qui se passait à bord des bateaux de pêche ou dans la criée. Les acteurs ont préparé et se mettent en avant pour faire découvrir soit leur association, soit effectivement les métiers de la mer. On va avoir la criée avec des grands bancs donc de poissons, mais bancs de poissons bruts, c'est-à-dire tel qu'on ne le voit pas sur les étals, ainsi de suite. On va avoir aussi, donc, au fond, des gens comme des mareyeurs comme Fauromarais, donc qui va dépecer des roussettes et ainsi de suite, un travail de spécialiste dessus. On va avoir Vendée Crustacés où on verra les viviers donc à homards, langoustes, tourteaux et araignées, un concentré donc d'activités donc culturelles et professionnelles uniques. C'est le moment unique de l'année pour faire découvrir cela au grand public. Et nous vous emmenons maintenant à la rencontre de Véronique et Emmanuel qui ont transformé leur jardin le temps d'un week-end. Une guinguette placée sous le signe de l'art où se mêlent sculpture, danse, écrit ou encore art plastique et photographie. Des disciplines que le public pourra apprécier au travers de performances dans les 1500 mètres carrés qu'offre le jardin d'Emmanuel et Véronique. Le public sera ensuite invité à rester sur place pour partager un repas au cœur de la guinguette tout en retraçant leur parcours. L'idée, c'est vraiment de faire un parcours, une sorte de parcours initiatique sur des formes d'art que les gens n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer, et encore moins dans un jardin. Un mini-musée, le temps d'une soirée, et ce qu'on aimerait bien qui se passe, c'est qu'il y ait un échange. C'est pour ça qu'on a opté pour le concept un peu guinguette, en disant aux gens, venez, regardez, mais rentrez pas tout de suite chez vous. Restez, on mange un bout, on essaye d'échanger, de voir ce qui s'est passé et d'en discuter. J'ai inventé un petit concept, ça s'appelle les sculptures d'écriture, des installations sculptures d'écriture, qui sont des petites stations en fait pour 1, 2, 3 ou 4 spectateurs, dans lesquels ils pénètrent avec une règle du jeu, une mode d'emploi, et ils écoutent des textes accompagnés de musique et parfois de vidéos. Voilà. Et c'est tout un travail très simple, très brut, et aussi un travail particulier sur un parcours autour d'un jeune auteur, avec des textes, des nouvelles qu'il a écrits. Et restons en plein cœur de la nature, au Veuluire-sur-Vendée. Cette fois-ci, la mairie a répondu à un appel à projet lancé par le parc naturel régional du Marais Poitevin dans le cadre du projet européen Life Wild Bees, afin de créer un jardin qui bourdonne, un espace adapté à la vie des pollinisateurs. C'est la 5e lieu de ce type à être inauguré en Vendée, un projet initié en 2025 auquel ont participé notamment les jeunes de la commune. Reportage Jeanne Bell. Réalisé en co-construction avec les habitants de Velluire-sur-Vendée, ce nouvel espace constitue un lieu accueillant pour les pollinisateurs et favorable aux humains. Pour Christine, habitante de la commune, c'est l'aboutissement d'un an de travail régulier. Participer aux réunions, regarder ce qu'il fallait pouvoir apporter pour pouvoir sauver les abeilles. Et c'est tout un enchaînement qui fait qu'en fin de compte, une chose en apportant une autre, on arrive à faire des abris à abeilles magnifiques. Et très simple à faire à la maison en plus, c'est merveilleux. Les habitants sont donc au cœur du projet. Parmi eux, les élèves du CE2 au CM2 de l'école élémentaire publique René Robuchon ont pu réaliser la plantation des haies. Les enfants sont venus sur une matinée, il y a une première classe
qui est venu pour planter tous les arbustes. Donc ils ont été accompagnés par l'association d'insertion Nature Solidaire. Là, au total, les enfants ont planté 300 plants d'arbustes. Donc on va avoir du sol, ils ont planté aussi du prunelier, de l'aubépine, du cornouiller sanguin et du cornouiller mâle. C'est en général un peu les variétés locales qu'on retrouve sur des champêtres. Le tout pour créer des habitats favorables et alerter sur la situation des abeilles sauvages, un enjeu majeur pour le parc naturel régional du Marais Poitevin qui encadre ce projet. On a différents petits aménagements qui vont aider notamment les abeilles sauvages. Donc on va planter diversifié. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une floraison étalée dans le temps pour nourrir un peu toutes les espèces qui vont sortir à différents moments et de leur donner aussi un lieu de nidification. Donc notamment des tas de bois, un tas de pierres pour qu'elles puissent nicher. Cette inauguration, comme celle des autres jardins qui bourdonnent, s'accompagne d'une pièce de théâtre autour des problématiques rencontrées par les pollinisateurs. Les abeilles sauvages, ça compte! Et le 26 juin prochain, un nouveau jardin qui bourdonne sera inauguré en Vendée du côté du Gué de Veluire. Elles remplaceront, elles peut-être de temps à autre cet été, votre pâté de campagne ou votre fromage frais lors de vos apéritifs sur vos tartines. Les algues riches en protéines végétales sont naturellement présentes sur le littoral atlantique et ne nécessitent que des connaissances dans leur ramassage pour être produites puis consommées. C'est ce que promeut l'organisation environnementale rochelaise Blutopia, dont l'objectif est de réinventer l'alimentation pour protéger l'océan. Un projet soutenu par la Vendée Globe Foundation et mis à l'honneur lors du village de la Vendée Arctique il y a quelques jours. Nous, on fait la promotion des algues parce que ça a notamment des apports nutritionnels énormes. Ici, on parle pour 100 grammes d'algues de 20 grammes de protéines végétales, mais aussi des bienfaits pour le climat parce qu'en fait, c'est un aliment qui est naturellement présent, comme je vous l'ai dit, sur nos estrans, sur nos côtes. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'émettre d'émissions carbone pour les produire en plus. Il y a juste besoin de savoir les récolter. Et donc, on va essayer de remettre au goût du jour les algues. Et donc, nous, on travaille avec Aoré. C'est un récoltant d'algues qui est situé sur l'île de Ré. Et donc, les algues que je propose aujourd'hui, c'est l'Aonori, donc c'est de la laitue de mer et elles sont naturellement présentes et locales sur nos côtes atlantiques. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil désormais à la météo de votre vendredi 12 juin avec des nuages bas qui se sont infiltrés dans le ciel vendéen cette nuit mais qui vont disparaître petit à petit dans le courant de la journée avec des températures qui vont grimper cet après-midi jusqu'à 28 degrés et des nuages qui vont donc se dissiper tout au long de la journée. Chaque jour, depuis lundi, nous vous proposons dans cette matinale un rapide coup d'œil sur le classement de la Vendée Arctique, dernières images, mots de skipper sur la course, un journal que vous prépare Aurélien Huard. Il y a des jours où la compétition sportive semble bien dérisoire. C'est le cas ce jeudi 11 juin où le monde de la voile est endeuillé à la suite de l'annonce du décès de Charlie Dalin, emporté par le cancer. La disparition du skipper normand suscite une grande émotion. Elle est forcément encore plus particulière pour Sam Goodchild, actuellement à la barre de l'IMOCA, avec lequel Charlie Dalin a remporté le dernier Vendée Globe. Ce jeudi matin à 9h45, quelques heures seulement avant que la triste nouvelle ne tombe, le Britannique en tête de cette Vendée Arctique a franchi le cercle polaire à 66 degrés nord, devenant ainsi le premier marin en solitaire et en course à bord d'un IMOCA à franchir cette latitude. Voilà, on a coupé le cercle polaire, juste ce qu'il fallait, et puis là on entre à la maison. Donc on a mis de voile de portant et c'est reparti. En portant, voilà, un peu la vue de dehors. J'ai pas encore rangé le sac de la manœuvre, mais il est attaché. Vous inquiétez pas, il va pas partir. Hyper content d'avoir passé le cercle polaire en tête. Et maintenant, il reste le chemin retour. On va essayer de faire ça bien aussi. Essayer de mettre un peu de distance avec les copains qui sont revenus très fort à la fin là. Sam Goodchild a donc entamé sa redescente vers les Sables d'Olonne, tout comme sa poursuivante Élodie Bonafous, qui a franchi le cercle polaire arctique aux alentours de 16h. On trouve derrière elle un trio de poursuivants composé de Violette d'Orange, Ambrogio Beccaria et Francesca Klapsik.
Un peu plus loin, 2 options différentes pour Nico Destet et Arnaud Boissière. Le premier a choisi de passer à l'est des îles Féroé, le second à l'ouest. Pas forcément une réussite pour le Sablais englué dans la pétole. Les îles Féroé, c'est juste là-bas. Voilà, on va pas trop bien. Juste là. Dans la zone sombre. Et nous, on a arrêté complet. Ah, ça fait chier. Après ses nombreux soucis de début de course, Manuel Cousin est toujours décroché à l'arrière de la flotte. Il se trouve actuellement au large de l'Écosse. Au classement de 17h ce jeudi, Sam Goodchild se trouvait à 1218 000 de l'arrivée. Le Britannique compte 84 000 d'avance sur Elodie Bonafous et 100 000 sur Violette d'Orange, toute proche du cercle polaire. Bravo Charlie! Et comment ne pas revenir ce matin donc sur cette terrible nouvelle qui a endeuillé le monde de la voile et bien plus hier, jeudi 11 juin, en fin de matinée, l'annonce du décès à 42 ans de Charlie Dalin, le vainqueur du dernier Vendée Globe. Alors qu'il avait battu le record de vitesse de l'Everest des mers, le skipper normand avait annoncé, après son arrivée à la stupeur générale, être atteint d'un cancer, une tumeur gastro-intestinale contre laquelle il luttait depuis 2 ans. Et sur ce plateau, avec nous, Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, une nouvelle, j'imagine, que vous avez apprise avec stupeur également. Oui, une nouvelle déchirante. Vraiment, on savait ces derniers jours que tout était en train de se précipiter. On a gardé l'information, bien évidemment, puisque nous étions en train de préparer cette Vendée Arctique et que nous voulions un immense respect de sa famille, de son épouse, de son fils de 8 ans. Et nous nous attendions d'une heure à une autre, et malheureusement c'est hier matin que l'information est tombée, lorsque son bateau était en train de franchir justement ce cercle polaire. Comme un symbole, finalement, ce passage de témoin aussi avec Sam Goodchild. Oui, sans doute, c'est un clin d'œil supplémentaire, un symbole supplémentaire. Charlie nous a tellement impressionnés. C'est d'abord un gentleman, je veux vraiment le redire. Je n'oublie pas ce qui lui est arrivé dans le Vendée Globe précédent, où il franchit le premier cette ligne d'arrivée. Il est le grand vainqueur, sauf qu'on lui explique quelques heures plus tard qu'avec le système de décompte, puisque Yannick Bestaven était allé sauver Kevin Escoffier, donc il y avait un décompte à prendre dans le calcul. Et là, on lui dit « Mais non, tu ne seras pas premier, mais deuxième ». C'est là où je dis c'est un grand monsieur, puisqu'il aurait pu dire « Mais attendez, moi je vais faire appel à mon avocat parce que votre calcul, comment ?» Non. Non, il s'est incliné, il a dit « Oui, j'entends ». Mais dans sa tête, il s'est mis déjà dans cette projection vers un autre Vendée Globe. Il a construit un bateau, c'était un ingénieur aussi. Et tout ça, il l'a fait avec une telle humilité qu'il mérite vraiment aujourd'hui notre grande admiration. Quels sont en effet les derniers échanges que vous avez pu avoir avec lui? Quelles sont aussi les relations que vous pouviez entretenir avec les différents skippers, mais en l'occurrence avec Charlie Dalin? Avec Charlie Dalin, vous imaginez, ça a été notre grand champion. D'abord, c'est celui que j'ai laissé partir le premier. Je rappelle qu'il a été le premier à quitter le port des Sables d'Olonne pour partir sur cette course. Il était le premier aussi à revenir. Mais on a eu beaucoup d'échanges au moment de son retour, au moment de son accompagnement. Mais le dernier échange que je peux dévoiler ce matin, c'est au mois de février dernier, où je l'ai appelé pour lui dire « Écoute Charlie, je sais que ta santé ne te permet pas d'être sur le bateau au départ de notre prochaine Vendée Arctique, mais j'aimerais bien que tu la vives avec nous, et ce que je te propose, c'est que tu puisses être justement notre référent sécurité dans des mers qui sont déchaînées. Tu seras celui que les skippers pourront appeler s'il y a danger. Et donc je te propose ce poste de référent sécurité. » J'ai senti combien il était ému. Et il m'a dit « Tu me fais plaisir Alain, mais je ne sais pas où je serai au mois de mai. Donc je ne peux pas te dire oui. » C'était déchirant.
Oui, j'imagine en effet. Et, que dire également du vide qu'il va laisser dans ce monde de la voile également? Oui, on le voit dans toutes les réactions depuis hier matin, toutes les réactions qui sont unanimes. Il était devenu une vraie référence, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue technique aussi. On a su combien il était capable de travailler sur ce bateau, de travailler sur la technicité pour arriver là où il en est. Il a battu un record que personne n'avait imaginé pouvoir battre dans ces délais-là, en tous les cas. Et puis, encore une fois, c'était ce marin capable de se surpasser, comme beaucoup d'autres marins, bien évidemment. Mais celui-ci s'est surpassé au-delà de tout. Non seulement il s'est battu contre la mer, comme tout marin, mais il s'est battu aussi contre lui-même. Avec cette maladie qu'il a emmenée avec lui, faire le tour du monde sans que personne ne le sache. Il faut le rappeler, en effet, tout à fait. Il a annoncé publiquement cette maladie une fois qu'il avait remporté le Vendée Globe et une fois retour sur Terre. Tout à fait. Y compris nous, organisateurs, nous ne savions rien. Simplement notre docteur de course qui a la responsabilité de donner l'accord ou non. Je rappelle que dans un premier temps, notre docteur de course lui avait dit non, il ne faudra pas partir. Et c'est un dialogue qu'il y a eu entre notre docteur en responsabilité et son oncologue. Et l'oncologue a dit si, il faut le laisser partir, nous allons lui donner le traitement nécessaire. Tout ceci s'est déroulé conformément au serment d'Hippocrate, c'est-à-dire dans le plus grand secret médical. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une immense admiration d'un homme d'exception, un marin d'exception, un papa et un mari. Et comment, peut-être pour terminer, Alain Leboeuf, imaginer un hommage à rendre à Charlie Dalin dans le monde de la voile, du côté du Vendée Globe également? Oui, évidemment. Donc nous préparerons ce Vendée Globe 2028, bien sûr en pensant à celui qui a gagné, qui a battu le record, mais nous aurons l'occasion de laisser une trace indélébile, comme je l'ai dit dans ma déclaration hier, de ce grand marin qui laissera son nom au Sables d'Olonne, en Vendée et au Vendée Globe. J'aurai l'occasion de faire une proposition pour que ce nom-là reste ancré ici, chez nous, en Vendée, sur cette grande course qu'est le Vendée Globe. Eh bien, merci beaucoup Alain Leboeuf, président du Vendée Globe, pour avoir été présent ce matin dans la matinale et votre témoignage, hommage pour Charlie Dalin. Merci. Et je vous propose désormais de passer à l'extrait du jour. Chaque matin sur TV Vendée, nous vous présentons l'extrait d'une des émissions à retrouver sur notre antenne. Zoom aujourd'hui sur Comme toujours, présenté par Jérôme Aubineau, accompagné de ses chroniqueurs Jean-Pierre et Jean-Pierre pour une nouvelle émission de Comme toujours. François, je l'ai dit, votre parcours commence à Saint-Cyr, promotion de Nicolas de la Reynie. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la police plutôt qu'une carrière plus classique? Et puis c'est quoi le lien à la Vendée? Parce que quand même, la Vendée et la police judiciaire, il y a une histoire. Une histoire. Alors, en ce qui concerne mon envie d'entrer dans la police, comme tous les enfants qui veulent venir pompier ou policier à 10 ans, je voulais être motard. Et puis, j'ai grandi et au lycée, petit à petit, je me suis rendu compte qu'au-delà de motard, il y avait autre chose. J'ai eu l'occasion de lire les aventures d'Arsène Lupin, les Sherlock Holmes et autres. Et petit à petit, donc, je pense que ça correspond quand même à ma personnalité. J'aime bien la logique. Je pense que tout peut s'expliquer. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas bien cherché. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de rentrer dans la police comme inspecteur. Je voulais être inspecteur au départ, mais je ne pouvais pas passer le concours parce qu'il faut avoir 21 ans. D'accord. Et un commissaire m'a conseillé de devenir commissaire de police. Et donc j'ai fait mes études et j'ai passé le concours et je suis arrivé à l'École nationale supérieure de police. Mais, dernière précision importante, je n'étais intéressé que par la police judiciaire. D'accord, c'était vraiment... C'est-à-dire l'investigation. Ouais. Le reste ne m'intéressait pas. D'accord. Voilà, donc c'est important. Et c'est pour ça que j'ai fait ma carrière qu'en police judiciaire. D'accord. Et un nouveau numéro que vous retrouvez donc dès ce week-end sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, il est donc l'heure de votre Café Cuisine.
À gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, 2 entrées au parc Pierre-Brune situé en forêt de Mervan. Et cette question à laquelle vous devez répondre: quel skipper vient de terminer sa traversée de l'Atlantique à bord de son bateau de classe mini? 5e et dernier indice en ce vendredi pour vous aider à répondre à cette question du jeu de la matinale. Le skipper que nous recherchons a annoncé la semaine dernière son ambition de participer au Vendée Globe 2028. Alors, est-ce qu'avec ce nouvel indice, vous avez trouvé de quel skipper nous parlons dans le jeu de la matinale? Si oui, je vous invite à vous rendre sur notre site tvvendée.fr dans la rubrique Jeux pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer et tenter d'être tiré au sort. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup pour cette fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV Vendée.